Yakima est au centre de l'État de Washington. C'est une région de plateau désertique. On élève beaucoup de bétail. Pourtant, le nombre de meurtres par habitant fait partie des 10 plus élevés aux États-Unis. C'est triste. Il se passe des choses affreuses dont on n'a même pas idée. J'ai reçu un appel du central. Une femme était blessée. On l'avait trouvée sur Parker Bridge Road, dans le comté de Yakima. C'était une tentative de meurtre. On n'avait aucune info sur le coupable, mis à part son prénom et le fait que c'était une sorte de cow-boy. On ne savait rien d'autre. On a vite compris qu'il y avait beaucoup d'autres femmes. Ce cow-boy n'avait qu'une seule chose en tête. Il voulait tuer. Les gens pensent que comme Portland est à côté, ce n'est pas vraiment la campagne. Mais il y a beaucoup de cow-boys, hommes et femmes. Il y a aussi des fermiers qui élèvent du bétail, même à côté de Portland. Et pour les habitants du comté de Clackamas, qui est une région rurale, c'est leur culture. J'ai reçu un message au sujet d'un corps qui avait été retrouvé. Des enfants qui étaient en train de jouer avaient retrouvé ce qui ressemblait à un crâne humain. Dès que j'ai lu ce message, j'ai senti l'adrénaline monter. C'est ici qu'on a retrouvé ces ossements, dans un périmètre assez étendu. Il y avait des os un peu partout. J'étais là quand ils ont commencé à explorer le secteur et on s'est rendu compte qu'il y avait des fragments d'os un peu partout. On s'est demandé si c'était une mort naturelle ou un homicide. Il fallait faire parler ce squelette. D'après la taille du crâne, c'était une femme. On a donc cherché parmi les personnes disparues et on s'est intéressé plus précisément à Velina Larson. J'ai rencontré Velina dans un bar. Je jouais au billard et au moment où j'allais jouer, elle a pris ma bière, elle l'a bu et elle m'a demandé « Tu m'invites à dîner ?» C'était le coup de foudre. Elle souriait tout le temps, elle était jolie, elle se faisait les ongles, elle se coiffait. Elle portait tout le temps des chemises de cow-boy, des Santiago. C'était elle. C'était son style. Elle est tombée enceinte et on s'est mariés. C'était la femme parfaite. Mais ses addictions ont commencé à prendre trop de place. On est arrivé à un point de rupture. Et on a divorcé. Mais elle pouvait venir voir les enfants quand elle voulait. Les enfants l'adoraient.
Quelques mois sont passés. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle avait rencontré ce type, Mike. C'était un cow-boy. Il jouait très bien de la guitare. Il chantait. Et les filles adorent ça. C'est l'arme de séduction parfaite. Jouer de la guitare et chanter. Quand elle a disparu, j'avais 3 ans. On a frappé à la porte et ma sœur et moi, on a ouvert. J'ai pas regardé son visage. Je regardais par terre. Et je me souviens qu'il portait des bottes de cow-boy. C'est tout ce dont je me souviens. Il voulait voir ma mère. Ma sœur l'a appelé. « Maman, il y a quelqu'un pour toi ?» C'est tout ce dont je me souviens. Quelques semaines plus tard, elle m'a dit qu'elle voulait récupérer ses affaires. Elles étaient dans un garde-meuble qu'on se partageait et Mike avait la clé. Elle m'a dit qu'elle avait peur de ce qu'il pourrait lui faire si elle me disait de quoi il était capable. Elle voulait que je l'accompagne. J'avais pas très envie, donc je l'ai déposée ici, à cet arrêt de bus. Elle m'a dit qu'elle rentrerait vers 17h. Mais c'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle n'est jamais revenue. Je suis resté là, à attendre son coup de fil pendant des jours. J'ai appelé toutes les personnes qu'elle connaissait. Je vous explique même pas comme c'était dur de répondre aux questions des enfants qui étaient là. Où est maman? Où est maman? Je savais pas quoi dire à part... je sais pas. Je sais pas. Au bout de 4 mois, ils ont trouvé quelqu'un qui ressemblait à mon ex-femme, Velina. Mais je voulais pas y croire. J'ai dit aux enfants qu'il était arrivé malheur à leur mère. Je me souviens de cette journée. C'était difficile. C'était très triste. Les filles étaient jeunes, mais elles savaient ce que ça voulait dire de ne plus jamais revoir sa maman. Je me souviens qu'il y avait à la télé toute une équipe de journalistes qui défilaient chez nous pour savoir ce qu'il s'était passé et interroger mon père. C'est là que j'ai compris qu'elle était partie et qu'elle ne reviendrait pas. Il m'arrive souvent de me sentir en colère ou triste. À la fois, c'était ma mère et ce n'était pas ma mère parce que je n'ai rien d'elle, que des photos et des histoires. Quand on travaille sur une mort suspecte ou un homicide, il faut commencer par la base et partir des proches de la victime. Et quand on déclare la disparition de quelqu'un, ça ne vous élimine pas d'office de la liste des suspects. Quand ils l'ont trouvé, j'étais leur premier suspect. Ils m'ont même fait passer au détecteur de mensonges. Ils m'ont dit qu'il était négatif. Tu m'étonnes. Même si on était divorcés, on était en bons termes pour les enfants. Encore aujourd'hui, il ne se passe pas un seul jour sans que ce soit la première chose à laquelle je pense en me réveillant. Je sais que mon père n'a jamais pu passer à autre chose. Il a eu d'autres histoires. Mais aucune fille n'a jamais été à la hauteur. On n'en parle jamais à la maison. C'est un sujet que personne n'ose aborder. J'ai toujours eu du mal à avancer dans la vie parce qu'il me manque quelque chose. Je vis dans le flou en permanence.
Lorsqu'on a autopsié les os de Velina Larsson, on a été incapable de déterminer ce qui avait causé sa mort. C'était dramatique. C'est difficile d'enquêter avec ça. D'après ce que Brian Larson nous a dit, elle allait mettre un terme à sa relation avec Mike. Et on savait que juste à côté de l'endroit où on avait découvert son corps, se trouvait le garde-meuble où elle stockait ses affaires. C'était difficile de se représenter ce qui s'était passé. C'est un endroit très sécurisé, cerné par une clôture de près de 2 mètres de haut, surmontée de fils barbelés. Ça me paraît très compliqué de passer par-dessus. Et puis, il y a des caméras qui filment les entrées et les sorties. Si quelqu'un transportait un corps, ça se verrait tout de suite. Mais on était persuadés que s'il s'agissait d'un meurtre, Mike le cow-boy serait notre premier suspect. J'ai travaillé pendant des années sur cette affaire pour tenter de le localiser. Mais il était introuvable. J'ai mené plusieurs enquêtes dans ma vie. Et je sais qu'il ne faut pas hésiter à interroger les ex, les anciennes relations. Donc je me suis intéressée au passé de Mike le cow-boy, Michael Bray et à ses ex. J'ai découvert qu'il avait vécu avec une femme à Lacey dans l'État de Washington. Il avait été arrêté pour viol et violence conjugale. Elle avait déposé plainte contre lui. J'ai contacté sa mère et j'ai appris qu'elle avait disparu quand elle était avec lui. Ces femmes étaient toutes d'anciennes petites amies ou des femmes avec lesquelles il avait voyagé ou habité dans des conditions assez précaires, dans des caravanes, des squats ou des camping-cars. À cet instant, j'ai commencé à me rendre compte que beaucoup d'affaires de femmes étaient en lien avec cet homme. Et je me suis dit que c'était peut-être un tueur en série. À Yakima, à cette époque, les gens portaient des bottes de cow-boy, des chapeaux de cow-boy et vivaient comme des cow-boys. Moi aussi, j'ai eu 1 ou 2 paires de bottes et quelques chapeaux. La plupart des bars étaient des bars de cow-boy. On faisait du karaoké, on dansait la country. C'était un bon endroit pour faire des rencontres, c'était marrant. On aimait bien sortir danser, s'amuser, regarder les autres. Karen avait 15 ans quand je suis née. C'est ma toute petite sœur. Je me souviens que ma sœur m'a appelée pour me demander de la rejoindre au Suzy Saloon. Ils allaient faire du karaoké. C'est trop marrant de regarder les autres chanter. Ce soir-là, il y avait du monde. C'était plein. Quand je suis arrivée, j'ai remarqué un homme aux allures de cow-boy assis à une table derrière nous. Il portait un chapeau et une chemise. Il s'est levé et il a dit « Bonsoir, je m'appelle Mike ». Je lui ai répondu « Moi, c'est Wendy ». Il voulait qu'on sorte pour discuter, mais je lui ai dit que je ne le connaissais pas. Donc pourquoi je sortirais avec lui? Et je me suis écartée. Ensuite, Mike est venu s'asseoir à côté de ma sœur. Et il est venu s'asseoir à côté de moi.
Et il m'a dit qu'il s'appelait Mike le cow-boy. On a un peu flirté. J'ai dit à ma sœur que je ne le sentais pas. Et je suis partie. Il est retourné à sa table où il était avec une fille. J'ai bu un dernier verre et je suis partie. Je suis rentré chez moi et je me suis garé. Je n'avais vu personne me suivre. J'ai ouvert ma porte et il était derrière moi. Il a ouvert ma porte en grand. Il est allé dans ma chambre et il m'a attrapé par le cou. Et là, il m'a étranglé. Le lendemain, je me suis levée et j'étais en train de lui préparer un café quand j'ai entendu crier dans sa chambre. Je suis allée ouvrir sa porte, mais je n'y arrivais pas. Quand j'ai réussi à entrer, je l'ai vue couchée par terre à côté du lit, recouverte d'une couverture. Elle criait en disant qu'elle n'arrivait pas à respirer. Je pense qu'elle ressentait encore sa présence. Elle avait des marques tout autour du cou. On voyait clairement une trace de main, des doigts et une empreinte de pouce. Ma mère a compris qu'elle avait été violée quand on est arrivé à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle s'était évanouie par manque d'oxygène pendant qu'ils l'étranglaient. Elle n'a plus jamais été la même. J'étais jeune, ça m'a terrifiée. Je n'avais que 14 ans. J'avais tout le temps peur que Mike vienne me tuer. C'est ici que Karen Peterson vivait. Michael Bray l'a suivie dans son appartement. Il l'a frappée et étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, et il s'est enfui par la fenêtre de sa chambre. Après avoir interrogé Karen et sa sœur Wendy, des petites choses m'ont paru étranges. Il n'avait pas peur des témoins. Il ne craignait pas qu'on l'attrape, comme s'il se sentait plus fort que tout le monde. Il a déshabillé Karen et il l'a placée sur le sol. Je pense qu'il croyait l'avoir tuée. Karen est allée faire une déposition chez le shérif. Elle était contente d'être en vie. Karen est tombée sur le mauvais cow-boy, au mauvais moment, au mauvais endroit. Les hasards de la vie. Je pense qu'elle a vraiment eu de la chance de ne pas mourir. Cette nuit-là, elle avait un ange gardien avec elle, parce qu'elle s'en est tirée. La question était de savoir qui l'avait agressé. Mike, le cow-boy, n'avait aucun lien avec Yakima, et c'était un acte totalement gratuit. Il n'avait rien volé, il n'avait pris ni son argent, ni sa voiture. C'était juste pour le plaisir de faire du mal. C'était une énigme. On ne savait pas du tout pourquoi il avait fait ça. C'était le soir, un peu après 20 heures, quand j'ai reçu un appel du sergent. Laurie Jones avait été tuée dans un appartement qui ne se trouvait pas très loin de chez moi. Laurie était une mère de famille travailleuse et attentionnée. Sa fille était partie quelques jours avec une amie.
pour le week-end de la fête nationale. Et elle est rentrée la nuit où le corps de sa mère a été retrouvé. Quand je suis entrée pour la première fois dans l'appartement, on a pris plein de photos et on a fait le tour en regardant bien partout. On a terminé par sa chambre. Et c'est là qu'on a trouvé son corps. Le corps était caché sous le lit. Il fallait lever le cache-sommier. Quand j'ai levé le tissu, j'ai vu le corps, mais je ne m'y attendais pas. Donc c'était dur. Ça m'a coupé la respiration pendant un moment. Elle était nue et une tête d'oreiller recouvrait en partie son visage. On voyait qu'elle ne s'était pas laissée faire. Elle avait des ecchymoses sur le corps, du sang dans les cheveux. Plusieurs éléments m'ont tout de suite indiqué qu'elle s'était battue. Quand on a défait le lit, il n'y avait pas de drap, pas de couverture, tout était dans la machine à laver. Les traces d'ADN risquaient d'être effacées. On a eu du mal à trouver son portefeuille. Il était caché sous des vêtements dans un coin du placard. On l'a ouvert, on a trouvé sa carte d'identité, ses cartes de crédit et un reçu qui venait d'un bar. On a contacté le barman, on lui a montré une photo de Lori. Il l'a reconnue. Et il m'a dit qu'elle avait rencontré un homme du genre très sûr de lui. Il portait un chapeau de cow-boy, des Santiago. Et le barman se souvenait qu'il s'appelait Mike. Dans l'appartement, il avait tout bien nettoyé, mais ce n'était pas parfait, parce qu'il avait abîmé les stores dans la chambre de la fille de Lori. On a compris qu'il avait passé un moment, après avoir placé le corps sous le lit, à remettre le lit en ordre, enlever les draps, les laver, nettoyer l'appartement et le remettre en état. La porte était fermée de l'extérieur. Donc, il n'avait pas la possibilité de fermer la porte de l'intérieur et de partir. Mais on n'a jamais retrouvé les clés de Lori. Donc, on suppose qu'il a pris ses clés pour verrouiller la porte avant de partir et faire croire que tout était normal. Mais il a tout de même laissé une empreinte sur le store. Ça nous a donné un peu d'espoir parce que, très rapidement, on a retrouvé son identité. C'était Michael Bray. Michael Bray était connu pour des actes de violence conjugale, de viol. Donc je savais qu'on avait affaire à quelqu'un de dangereux. J'avais déjà enquêté sur des homicides. Mais cette affaire, c'était autre chose. J'ai tout repris à zéro et je me suis intéressée aux endroits qu'il fréquentait, à sa vie, et je me suis demandé où est-ce qu'il pourrait aller. Et j'ai découvert qu'il avait une relation avec Marshall Morgan. Marshall et Michael Bray avaient eu une relation par intermittence pendant quelques années. Donc je me suis dit qu'il était peut-être parti la rejoindre après avoir tué Lori Jones.
Marshall et Mike montaient des arnaques. Ils allaient dans des bars. Ils branchaient une nana et elle trouvait un pigeon pour se faire payer à boire. Ils se faisaient passer pour des frères et sœurs. Pendant l'enquête sur Karen Peterson, plusieurs personnes nous ont appelés pour nous dire qu'ils les avaient vus au Suzy Saloon à Yakima. Il est entré dans le bar avec Marshall. Karen et sa sœur buvaient un verre. Mike est arrivé. Il a commencé à draguer Wendy. Et puis Karen s'est laissée aborder par Mike. Mais elles ont fini par le jeter. Marshall et Mike ont été vus sur le parking, en train de se disputer. Ils ont pris leur voiture et ils sont partis. Après ça, on a appris que Marshall s'était fait tirer dessus et qu'on l'avait laissé sur la route. C'est ici qu'on a retrouvé le corps de Marshall. C'est un coin isolé. Marshall Morgan a été retrouvée derrière cette clôture. Elle était encore vivante, mais on lui avait tiré une balle dans la tête. Ça faisait une tentative de meurtre de plus. Elle a dû essayer de fuir parce qu'elle avait rampé sous le barbelé pour tenter de s'échapper. À ce moment-là, on n'avait aucun témoin, aucun suspect. Elle avait son portefeuille et sa carte d'identité. Elle venait de Yelm, une ville à l'autre bout de l'État. Elle n'avait aucun lien avec Yakima. On essayait de comprendre ce qui l'avait conduite à Yakima. Et en parlant avec son fils, on a appris qu'elle était partie de chez elle depuis une semaine. Je suis allé à l'hôpital pour voir si je pouvais parler à Marshall. Le médecin qui s'occupait d'elle m'a dit qu'elle était intubée. Elle avait un tube dans la gorge qui l'aidait à respirer et elle ne pouvait pas parler. Il n'est pas retourné au bar après avoir tiré sur Marshall. Je pense qu'il est arrivé quand Karen partait. J'étais triste pour elle. J'ai eu de la chance. Il ne m'a pas tiré dans la tête, contrairement à elle. J'ai été contacté par l'inspectrice Reynolds. Elle m'a raconté qu'ils enquêtaient sur la mort d'une femme. Elle était nue, elle avait été étranglée et son corps était étendu sur le sol. C'était le même mode opératoire que l'agression de Karen Peterson. Avec tous ces éléments, on savait que les affaires étaient liées. Au bout d'une semaine, j'ai su qu'il avait tué Laurie Jones et tenté de tuer 2 autres femmes. Et je savais qu'il y en aurait d'autres si on ne le mettait pas rapidement derrière les barreaux. Il fallait l'arrêter. Au début, on s'est dit, OK, on se concentre sur Velina Larson. Mais il y avait toutes ces autres femmes. Et leur point commun, c'était qu'elles avaient croisé Michael Bray.
On savait qu'il aimait les bars avec de la musique live. Il prenait parfois sa guitare ou il en empruntait une. Il aimait bien les bars à karaoké. Donc j'ai mis en place une équipe d'inspecteurs et je les ai envoyés sur le terrain. On avait repéré tous les bars qui correspondaient à ce genre d'endroit, qui proposaient de la musique et du karaoké. On a diffusé une affiche avec la photo et la description de Michael Bray. On l'a mise dans tous les lieux où il était susceptible d'aller. Je l'ai montré dans les motels les plus minables de la ville, les tavernes, les bars, pour voir si on le reconnaissait. Mais je ne l'ai pas trouvé. Michael Bray est recherché par la police dans plusieurs affaires de viol et de meurtre. Il est considéré comme étant armé et très dangereux. Je suis née et j'ai grandi ici. Le comté de Lewis, c'est toute ma vie. J'étais une jeune fille de 25 ans, tout ce qu'il y a de plus normal, célibataire et toujours prête à s'amuser. Je faisais un vide-grenier. Une voiture est arrivée dans l'allée et un cow-boy en est sorti. Il portait une veste en jean, un chapeau de cow-boy et des Santiago. Il s'est approché et il nous a parlé comme s'il connaissait tout le monde. Il a demandé s'il pouvait proposer une selle à la vente. Ensuite, il est allé chercher sa guitare et il s'est mis à jouer quelques chansons. J'ai toujours eu un faible pour les cow-boys et en plus de ça, il chantait bien. Ça fait toujours son petit effet quand on vous sort une guitare. On a décidé d'aller dans un petit bar pour boire quelques verres. C'était clairement un charmeur. Vous voyez, il savait comment s'y prendre manifestement. Il savait y faire avec les filles. Alors on s'est embrassés peut-être plusieurs fois et on est rentré chez moi. Le lendemain matin, on s'est fait un café et j'avais le journal posé sur la table de la cuisine. Et là, j'ai vu sa photo et je me suis dit, mince, la police le recherche. Et il m'a vu lire l'article. Et là, j'ai eu peur. Je me suis levée et je me suis reculée contre l'évier. Je lui disais, va-t'en, il faut que tu partes. Vraiment, pars. Quand il est parti, j'ai regardé son numéro d'immatriculation. Et je l'ai noté. Plus j'en apprenais sur lui, plus ça me faisait peur. J'étais seule et il aurait pu faire n'importe quoi. J'ai eu beaucoup de chance. On a reçu un appel de Brenda Keane. Et je lui ai dit très franchement, vous avez eu beaucoup de chance. Le problème, c'est qu'il allait d'un endroit à l'autre, à la manière des cow-boys. Il pouvait être n'importe où. Michael Bray était un psychopathe et un réel danger pour la société et son entourage.
Il était très sûr de lui et persuadé d'être intouchable. C'est moi, Mike le cow-boy. Il était sûr de pouvoir déjouer tous les pièges, échapper à la loi et s'en sortir parce qu'il l'avait déjà fait. Je savais que ça se terminerait en apothéose. Selon moi, il n'avait rien à perdre. Il savait qu'il était recherché pour tentative de meurtre, pour homicide. Police, bonjour, comment puis-je vous aider? Le central nous a appelés pour nous dire que Mike avait été aperçu à la sortie 13. On est sur l'aire de Black Canyon. Un employé du restaurant sortait les poubelles de ce côté. Et il a reconnu un véhicule garé ici qu'il avait vu sur un avis de recherche. Il a reconnu la voiture et il a appelé la police. C'est lui, c'est notre homme. La police est arrivée et ils l'ont cerné et ils ont commencé à l'interpeller. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Tout de suite. Il n'a pas répondu aux ordres. Il a démarré sa voiture et il est parti. Le suspect est parti à l'instant. C'est le cauchemar de tous les policiers, se lancer dans une course-poursuite qui pourrait faire des blessés. Le suspect se dirige vers l'est. Il roule vers l'est. La police avait disposé une herse sur la route qui a réussi à crever un de ses pneus. Avec un pneu crevé, il n'a pas pu aller très loin et il s'est arrêté en plein milieu de la route. Il est sorti de sa voiture et il a sauté dans la rivière. Il était clairement prêt à tout pour s'échapper. Pendant qu'il dérivait dans le courant, la police de l'Oregon a envoyé un bateau sur place pour tenter de l'arrêter. Depuis le bateau, on voyait sa tête, ses épaules. Il essayait de nager pour rester en surface. On envoie un chien. Il l'a repéré dans l'eau. J'ai vu Mike, le cow-boy, et je lui ai crié « Vous êtes en état d'arrestation, nagez vers nous ou je vous envoie mon chien. Il est prêt à mordre. » Mon chien s'appelle Bosco. Il a commencé à nager vers lui. Mike Bray l'a attrapé à deux mains et l'a tiré vers le fond. J'étais fou, je lui en voulais d'avoir voulu noyer mon chien. Mais Bosco est remonté, il a secoué la tête et il lui a attrapé une épaule. Je l'ai tiré vers le bateau le plus vite possible. Je lui ai passé les menottes. Je lui ai dit, je me répète, mais vous êtes en état d'arrestation. Il m'a dit que c'était pas lui. Si, c'est toi. T'es en état d'arrestation. Quand ils m'ont envoyé une photo de lui après son arrestation, j'étais tellement soulagée de savoir qu'il ne violerait et ne tuerait plus. Peu après son arrestation, je lui ai dit que Marshall n'était pas morte et que Karen Peterson était encore en vie. Il a ouvert de grands yeux. Il était surpris. Ça m'a fait du bien. Le jour où ils l'ont attrapé, j'étais soulagé. Et je me suis dit, heureusement qu'ils l'ont chopé avant moi parce que... Je sais pas ce que je lui aurais fait si je lui étais tombé dessus. Mike le cow-boy avait une image de lui bien loin de la réalité.
C'était une sorte de paumé qui vivait dans un camping-car. Mais il se prenait pour un vrai cow-boy, pour la légende du Far West. Il avait la tchatch et il pensait que rien ne pouvait l'atteindre. Il a voulu se défendre tout seul. Il s'est assis à sa place, très sûr de lui, détendu avec cet air très arrogant. L'apparence de Mike le cow-boy et son témoignage n'ont pas joué en sa faveur. Je suis sûre qu'il n'avait pas prévu de parler autant quand il était à la barre. Et il a été déclaré coupable. Quand il a été déclaré coupable, j'en avais les larmes aux yeux, parce que c'était enfin terminé. Laurie Jones était une femme forte et courageuse. Elle s'est battue contre Michael Bray, ce qui nous a permis de recueillir des éléments très importants pour l'enquête, qui ont permis de prouver sa culpabilité. Elle a certainement aidé la police à résoudre cette enquête. Mike Bray est clairement un psychopathe. Il est persuadé d'être au-dessus des lois. Et je ne sais pas si ça changera un jour. Karen a eu des complications après son agression. Elle a fait une attaque. Elle a des séquelles cérébrales irréversibles. Le procès n'a pas pu avoir lieu parce que Marshall Morgan était incapable de communiquer, compte tenu de la blessure par balle qu'elle avait subie. J'étais soulagée de savoir qu'il avait été déclaré coupable d'un meurtre. Mais il y a toutes ces femmes liées à Michael Bray qui ont disparu ou qui sont mortes. Je suis persuadée qu'il y a d'autres victimes. Reste à savoir qui elles sont.